Bonjour d'Algérie tout en couleur avec Coral Peinture. Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Vivons un moment de nostalgie. Eh bien oui, on aura de la nostalgie dans un petit moment. Mesdames et messieurs, bonjour et on est très heureux. L'équipe de Bonjour d'Algérie de la station régionale d'Oran vous passe le bonjour en entier. Eh bien, on se programme en cette matinée. On va commencer comme d'accoutumé avec la rubrique de droit. Il sera question de parler de la kafala et de l'adoption et quelle est la différence des deux. Et bien sûr, on va faire une virée. Alors, vers, on va dire un petit peu savoir qu'est-ce que le laboratoire Géoren à l'université d'Oran 2. On parlera de décoration d'intérieur et bien sûr, on aura deux jeunes filles qui vont nous parler de Oran Li Wahran Taqara. Et bien sûr, on va faire une virée vers une très très belle ville d'Algérie qui s'est déplacé à la station régionale d'Oran à travers son artiste, et pas des moindres, puisqu'on va le découvrir en fin d'émission et vous allez rester avec nous jusqu'à 10h. Eh bien, la météo en cette matinée, en cette journée et en ce week-end, eh bien, il va faire très beau. Donc, essayez de programmer une petite sortie en famille et bien sûr se balader à travers l'Oranie. Et sans plus tarder, eh bien, je vais vous proposer alors notre choix, on va dire, à virer cette semaine vers une très très belle chanson, Met Loumouni Shila Galbi Braha, interprétée par le maître du Rarbi, Ahmed Wahbi. On se retrouve juste après. يا ربي يا ربي صبرني وخود الحق في اللي ظلمني اللي ظلمني يا ربي صبرني وخود الحق في اللي ظلمني اللي ظلمني ما بقاوش الأحباب ما بقاوش الأحباب ما بقاوش الأحباب لا السر معهم عيش وحدك يا شباب عيش وخليهم ما بقاوش الأحباب ما بقاوش الأحباب ما بقاوش الأحباب لا السر معهم عيش وحدك يا شباب عيش وخليهم هو يلوموني علاش تلوموني قلبي بغاه وكرهتوني C'est une très très belle chanson que j'adore d'ailleurs, et c'est une chanson quand même qui véhicule un message et une leçon de vie, je crois. Eh bien, sans plus tarder, on rappelle à nos chers amis téléspectateurs que le Bonjour d'Algérie est sponsorisé par les peintures chorales. Eh bien, Maître Sabar Jamila, bonjour. Bonjour. Merci de nous accompagner chaque jeudi. Merci à vous. Avec votre rubrique qui est très suivie d'ailleurs.
Ah bah tant mieux. Oui, Voilà. oui. Donc ça veut dire qu'on apporte quelque chose à nos chers téléspectateurs en Ben, matière on de droit. l'espère, on l'espère. Ouais. Eh bien, aujourd'hui, il sera question de parler de la kafala et de l'adoption. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que la kafala? Voilà. Donc la kafala, généralement, les gens ont tendance à confondre entre kafala et adoption. Alors, on explique d'abord voilà, qu'est-ce que la kafala. Donc la kafala, c'est un terme qui est issu du droit musulman, de la charia. Donc en droit étranger, c'est le recueil légal. On l'appelle le recueil légal. Donc la kafala, elle est inspirée du droit musulman, donc, et elle est appliquée que dans les pays musulmans. C'est quoi la kafala? C'est le recueil légal, c'est-à-dire on adopte un enfant, on le prend en charge comme si c'était notre propre enfant, mais sans lui transmettre la filiation. Alors, donc il garde son nom d'origine. Non, ça n'a rien à voir. Non. Je vais expliquer. Donc la filiation, c'est quoi? En arabe, c'est nasab. Ça veut dire fils de et de. Ça veut dire fils de Fatima et de Fatima Flana ben Flan et de Mohamed. Mais l'islam interdit de transmettre la filiation, al-nasab. Donc fils de et de, on ne le mentionne pas sur Pas l'acte du de tout. naissance de l'enfant. On peut lui transmettre le nom. D'ailleurs, je vais citer les lois qui permettent, surtout la dernière loi du 8 août 2020, qui a été, c'est une ordonnance. Hein. Donc, on peut lui transmettre le nom en matière de kafala. Donc, on peut lui transmettre le nom, le nom de l'accueillant, voilà, mais pas la filiation. C'est interdit par les préceptes de l'islam, par la charia. Très bien. Parce que là, pourquoi? Parce qu'il y a des raisons. L'islam n'impose pas des trucs comme ça. Exactement. Parce que voilà, si on lui impose, c'est-à-dire on lui transmet la filiation, ce qu'on appelle بالعربية النسب, donc fils de et de, ça veut dire il va devenir un enfant comme si c'était un enfant de notre sang. Et après, il va y avoir un problème, c'est-à-dire ça va toucher la composante sociale. Voilà, ce qu'on appelle en arabe khat al-ansab. C'est-à-dire, il peut se marier un de ces jours avec sa sœur, avec sa tante. Donc, sans qu'il ne le sache, bien sûr. Tout à fait, voilà. Donc, on peut lui transmettre. Et en plus, la kafala ne permet pas, c'est-à-dire ne donne aucun droit successoral. C'est-à-dire, l'enfant qui a été accueilli, le makfoul, n'a pas le droit à l'héritage. Ah d'accord. Alors, et comment... bon, là, ça, c'est une autre affaire. D'ailleurs, j'allais poser la question sur l'héritage. Mais là, ce n'est pas notre but aujourd'hui. Alors, mais quelle est la différence entre la kafala et l'adoption? Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une différence? Oui, est-ce que c'est pareil? elle est énorme. Elle est énorme. Ah. Voilà. Donc, quand on parle de kafala, automatiquement, on parle du droit musulman, charia. Et c'est les pays musulmans qui appliquent ça. D'accord. Voilà. Donc, alors, et vous avez dit, justement, en français, c'est le droit de recueil. Voilà, c'est le recueil légal. Le recueil légal. En droit étranger, on l'appelle ça. Mais en droit musulman, on appelle ça la kafala. L'adoption, en arabe, c'est at-tabanni. At-tabanni, il est interdit par la charia, par le droit musulman. Voilà. Min al-kaba'ir. Voilà. Donc, on n'a pas le droit d'adopter un enfant. Pourquoi? Parce que si on adopte un enfant, on est obligé de lui transmettre la filiation. C'est ce qui se passe en Europe, dans les pays non musulmans, carrément. Hein. Voilà. Ils adoptent. Quand ils adoptent, ils transmettent la filiation. C'est-à-dire, on lui donne non seulement le nom, fils de et de et de. Par exemple, moi, j'adopte un enfant. Je ne vais pas me contenter de lui donner mon nom. Je vais lui donner mon nom, ma filiation, tout ce qui est nasab, c'est-à-dire de génération en génération. La filiation, oui. Voilà. Donc, c'est illogique. Quelqu'un qui ne fait pas partie, qui n'a pas le même sang, qui ne fait pas partie de votre lignée, donc il n'a pas le droit d'avoir cette... Alors, les pays non musulmans adoptent, mais les pays musulmans prennent ça, la kafala. Donc, la kafala, c'est une forme d'adoption sans filiation. D'accord. Voilà. Alors là, on est en train de parler de ça. Mais il y a aussi des parents qui résident à l'étranger, on va dire un couple, qui n'a pas pu avoir d'enfants. C'est tout à fait... Bon, ça c'est la loi de la nature. Et là, ils veulent justement... Alors, ils veulent adopter un enfant ou alors ils tkeffel un enfant. Voilà. Donc, alors, quelle est la procédure à faire? Voilà. Donc, d'abord, il y a des conditions
Justement, alors quelles sont ces conditions? Voilà, donc pour un couple d'expatriés algériens qui vient en Algérie pour un recueil légal d'un enfant, donc qu'est-ce qu'il fait? Déjà, il faut qu'il soit musulman, de confession musulmane, c'est une condition sine qua non. Hein. D'accord. Voilà, donc il y a une enquête qui se fait, donc déjà par le consulat. Déjà, il demande le consulat algérien dans le pays où il réside, ce couple. Hein. Voilà. Donc, il faut qu'il ait un logement décent, spacieux et salubre. Donc, il faut qu'il ait des moyens pour prendre en charge cet enfant. Il y a une enquête de moralité aussi, si c'est quelqu'un qui n'a pas été condamné, qui n'a pas fait l'objet plutôt de condamnation criminelle ou autre. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a une commission, il y a une enquête, qui se fait. Donc, il faut qu'il dépose, d'ailleurs dans le dossier, il faut qu'il dépose son casier judiciaire, sa fiche de paye de moins de 3 mois, donc sa résidence et sa carte d'immatriculation. On revient, on l'a déjà cité, elle est importante. Voilà, elle est très importante. Donc, mais le problème qui s'est posé, et d'abord la kafala, c'est sur une décision de justice. Hein, il dépose son dossier. Là, on revient. Alors, où on dépose le dossier? Où est-ce qu'ils peuvent déposer le dossier? Voilà. Très bien. Donc là, on cite la dernière loi. Donc, il y a eu la loi. La kafala, elle est citée dans l'article 116 du Code de la famille. Le Code de la famille de 1984 qui a été modifié par la loi 2005. Donc, la kafala, avant, il y avait une procédure à suivre. Il fallait déposer le dossier au niveau du ministère de la Justice. D'accord. Voilà, il n'y avait pas... Actuellement, avec la nouvelle loi du 8 août 2020, on peut déposer le dossier pour une demande de kafala. Au niveau, c'est-à-dire près du procureur de la République, du lieu de résidence de l'enfant ou de la mère. Il y a certains enfants, on revient après. Qui ont leurs parents. Tout à fait, ils ont leur mère. Généralement, ils ne sont pas seulement de parents inconnus. Non, il y a des enfants, makfoulines, qui ont des parents connus, qui n'arrivent plus à les prendre en charge. Voilà. Donc, et par exemple, qui a droit à demander la kafala? Il n'y a pas que les couples aussi. Hein. Il y a des mères célibataires qui ont le droit, si elle a une belle situation et tout, et elle a les moyens de prendre en charge un enfant, elle a le droit de demander la kafala. Donc, on dépose ce dossier près du procureur de la République du lieu de résidence. Ça, c'est la nouvelle loi. Hein. Avant, c'était le ministère de la Justice. Donc, ils ont allégé un petit peu. Et la deuxième condition, avant, c'est-à-dire dans le cas où cet enfant makfoul a une mère, on est obligé d'avoir une déclaration sur l'honneur de cette mère qui accepte, la mère biologique, qui accepte que son enfant soit pris en charge, recueilli légalement par ce couple ou par cette personne. Alors si après quelque temps, elle change d'avis et elle aimerait reprendre son enfant. C'est pas évident. Il y a eu des cas comme ça, c'est pas évident, on ne donne pas, c'est pas une marchandise. On donne et on revient et on reprend. Et donc pour la nouvelle loi, cette condition de la mère, elle est importante. Dans le cas où on n'arrive pas à trouver la mère, donc, il faut faire une déclaration sur l'honneur au procureur de la République, comme quoi on a employé tous les moyens pour trouver la mère, on ne l'a pas trouvée, la mère biologique. Voilà. Très bien. Alors, il y a justement, on a mis sur Internet, sur ma page Facebook, donc on a proposé justement le sujet qu'on devait débattre aujourd'hui pendant toute la semaine. Et on a eu quand même, on va dire, des réponses et des questions aussi des personnes qui voudraient connaître un petit peu et en savoir plus sur la kafala, où on cite, alors c'est Monsieur Bouneb Abdelkader, lui, il est bénévole, il a une association caritative. Alors, il nous dit, est-ce qu'une association peut prendre en charge hébergement, éducation, santé, prise en charge totale d'orphelins de bas âge jusqu'à l'âge adulte de 18 ans? Et quelles sont les démarches? Donc jusqu'à l'heure, ce qu'on connaît, c'est des associations spécialement, c'est-à-dire spécifiques à la protection plutôt de l'enfant. Par exemple, le village des enfants, je pense à Zeralda ou à Tipaza, donc qui prennent en charge carrément les enfants et tout. Mais là, pour la kafala, jusqu'à l'heure, on n'a pas vu... Une association, c'est une personne morale. Oui. Généralement, la kafala, elle est destinée aux personnes physiques. Effectivement. Voilà. Donc, il y a une enquête qui se fait, mais le président peut prendre en charge certains enfants. Sinon, il peut... Au nom de l'association ou alors en son nom en son nom personnel. Très bien. Parce qu'on peut pas... L'enfant a besoin d'un nom.
on ne peut pas lui donner le nom de Non, l'association. d'une association, effectivement. Donc, c'est là, mais c'est-à-dire plus tard, il peut y avoir des projets de loi, c'est-à-dire où ils vont inclure, c'est des propositions à faire au ministère de la Justice et tout ça, et de la solidarité aussi, Oui. pour pouvoir, c'est-à-dire pour qu'il y ait une loi, promulguer une loi qui permettra à des associations de prendre en charge des enfants. Comme on dit chez nous, يتكفل بالأيتام. Voilà. Ce qu'il peut faire, c'est le parrainage. Ah, d'accord. Voilà. Le parrainage, c'est autre chose. Ce qu'il peut faire, ce président de l'association, il peut parrainer. Ah, d'accord. Moi, je peux très lui bien. expliquer, c'est-à-dire s'il a besoin et tout, je peux lui expliquer comment il peut parrainer des enfants. Il peut opter pour le parrainage. Mais Alors, la il y a aussi Sarah Linda Bouzien. Alors, pourquoi c'est très difficile d'adopter un enfant, sachant que la pouponnière est remplie d'enfants abandonnés et qui attendent que quelqu'un les aime, tout simplement? Tout à fait. Donc, déjà, l'adoption, elle est difficile partout dans le monde. Elle est très, parce qu'on ne peut pas confier un enfant au premier venu. Il y a une enquête, il y a un dossier administratif, il y a une enquête de moralité et tout. Secondo, possible, c'est difficile, c'est vrai. Il y a beaucoup d'enfants. Moi, je pense qu'il y a une certaine... Bon, c'est un tort partagé, comme on l'a dit tout à l'heure. Ouais. Donc, il y a certains parents qui veulent prendre en charge ces enfants sous le couvert de la kafala, qui sont très exigeants. Ils veulent un enfant comme ça, comme si c'était sur commande. Voilà. Voilà. Donc, c'est pas... On veut prendre un enfant, on le prend. Donc, des fois, Donc ils demandent... les torts sont partagés. Partagés. Parce que justement, alors on a assisté même à des cas Tout à vraiment fait. vivants qui disent que, alors les parents, ils partent, ils se déplacent à la pouponnière et là, ils disent, ah non, on veut des nouveau-nés. Ah non, on ne veut pas l'âge de 1 an, de 2 Tout ans. à fait. Donc c'est tout à fait normal, donc Madame Sarah Linda, que les torts sont partagés. C'est pas uniquement l'État qui ne met pas, c'est-à-dire qui ne peut pas, on va dire, pas subvenir aux besoins, non. C'est-à-dire donner, on va dire, ou alors, c'est-à-dire aider à la à prendre kafala en charge, et à voilà, prendre des en enfants. charge les enfants. Donc il y a même des parents qui ne veulent pas, qui refusent catégoriquement avoir des enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans Tout et à 5 fait. ans, etc. Eux aussi, ils ont besoin de واحد يتكفلهم, comme on dit. Ils ont besoin d'une à famille, fait. ils ont besoin. Donc, on n'a pas à ce que notre charto aussi. Hein, donc, Et des fois, ce qui un est enfant, c'est un choquant, enfant. hein. Voilà. Et des fois, ce qui est choquant aussi, ils choisissent même la couleur de la peau de l'enfant. C'est choquant. Voilà, ça c'est choquant. Voilà, ça c'est inhumain, c'est choquant, c'est voilà. Oui. Alors, quelle est la mise en œuvre de la procédure de la kafala judiciaire en l'espace de Schengen? Donc, pour les couples expatriés qui viennent Effectivement. prendre en kafala, c'est-à-dire des enfants, recueillir des enfants légalement, donc là, il y a le problème qui se pose. Parce que les pays non musulmans, par exemple l'espace Schengen, ils ne reconnaissent pas la kafala. Pour eux, c'est l'adoption. Il y a eu D'accord. énormément de problèmes. Parce qu'une fois que ce couple d'expatriés vient en Algérie, Oui. il a la décision de justice, et ce qu'on appelle le jugement, ça y est, il devient, c'est-à-dire, ils deviennent parents, ils transmettent leur nom. Une fois pour déjà obtenir le visa, d'abord, il faut obtenir un visa pour cet enfant, pour qu'il sorte avec ses parents, qui l'ont Oui. recueilli. Le visa est refusé. Il y a eu énormément de cas. Donc l'enfant est resté là, donc l'enfant est recueilli, où est-ce qu'ils vont le laisser? Les parents ils sont obligés de retourner dans leur pays de résidence, qui c'est un pays non musulman. Donc il y a eu énormément de problèmes. Qu'est-ce qu'il y a eu? Là, on revient. La France a légiféré plutôt une loi en 2001. C'est-à-dire qui permettent, parce que le juge administratif en France a vu énormément de problèmes de refus de visa, parce qu'il y a eu des affaires en justice pour obtenir le visa, parce qu'il y a eu énormément de refus. La France ne voulait pas de ces enfants, pour eux, c'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. Quand on adopte un enfant, il faut qu'il ait la filiation complète. Pour eux, c'est un enfant qui a juste 1 an, qui n'appartient pas à ses parents, il ne peut pas rentrer sur leur territoire. Oui. Voilà. Donc, il y a eu, d'où le magistrat de liaison. Oui, Donc, effectivement. Voilà, il y a eu c'est-à-dire des Donc, tractations. on a recours au magistrat de Voilà. liaison. Donc, on revient toujours vers Voilà. ces personnes qui peuvent aider Tout à justement fait. Qui ont nos- expliqué, voilà. Exactement. Donc, la France a trouvé une solution. Donc, elle a promulgué une loi en 2001. Très bien. C'est-à-dire qui interdit l'adoption
Donc, elle est partie dans le sens des pays musulmans. Et puis, vous savez que la Tunisie, c'est-à-dire adopte, hein, elle est pour l'adoption. Elle a toujours permis l'adoption. Très bien. Seulement le Maroc et l'Algérie, c'est-à-dire ils sont pour la kafala. Alors, elle a trouvé la loi 2001, là, et le juge administratif, il s'est basé sur l'article 3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. On revient encore une fois. Encore une fois, voilà, justement, là oui. où il vise, c'est-à-dire l'intérêt suprême de l'enfant. L'enfant n'a pas le droit d'être séparé de ses parents. ses parents. Parce qu'avec une décision de justice, il y a aussi la souveraineté de l'État. C'est un pays Effectivement. musulman. Effectivement. Ils ont une décision de justice, elle doit être respectée et l'enfant doit avoir son visa. Ils ont joué aussi, le juge administratif français, hein, il a joué aussi sur l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de la sauvegarde des libertés fondamentales. Donc, ces enfants ont pu obtenir leur visa, donc il n'y a aucun problème. Il y a des parents d'expatriés qui ont été devant la justice française, ils ont demandé l'adoption qui leur a été refusée et annulée, c'est-à-dire sur la base de la loi de 2001 en France. Ils ne reconnaissent pas l'adoption. Et comment y remédier? Non, maintenant, la France reconnaît la kafala. Très bien, Voilà. très bien. Donc, elle refuse l'adoption parce que c'est illégal pour les pays musulmans. Très bien. Merci beaucoup, Maître Merci à Sabol. vous. Ce fut un plaisir que d'avoir, et vous avez vraiment éclairé la lanterne des téléspectateurs, mais même nous, d'ailleurs, on a appris quelque chose, on a appris toujours un plus avec vous. Ah bah tant mieux. Voilà. Donc, eh bien, on vous transmettra le sujet. Quel sera le sujet la semaine prochaine? Il y a tellement de sujets importants et j'aimerais bien avoir l'avis de nos chers téléspectateurs. Très bien. S'ils ont un sujet là. Très bien, alors proposez. Voilà, proposez. Eh bien, Maître Sabol, est-ce que ça vous dit une petite escapade? Oui, on en a besoin. Très bien. On a Eh bien, besoin. on vous propose une petite escapade vers le mont du Tessela dans la belle ville qu'on surnomme le Petit Paris. Sidi Blabès. Alors, cette escapade, elle nous est proposée par mon confrère Omar Khaldi. On se retrouve juste après.
ستادير ما تقدر دير لازم تقدر دير والو عليها واحد يسيي بروفيتي ويخرج هاد لي زوندغوا غادي يبدل عندها نوتر جروب يتعامل معاه يتعارف مع ناس جدد وهكا نسيو باش On rappelle que le Bonjour d'Algérie est sponsorisé par les peintures Coral. Et là, je suis en compagnie du professeur Mabrouk Naïma. Alors, vous êtes professeur en hydrogéologie et professeur à l'université d'Oran 2. Bonjour. Bonjour. Et vous faites partie aussi du laboratoire Géoren. Tout à fait. Ça va? Oui, oui, ça Pas va. trop Je vous stressé, remercie ça un va? petit peu quand même parce que c'est la première fois que je passe à la télé. Donc ça me stresse. Eh ben, un ça va peu. pas être la dernière, hein, j'espère. Bon, je l'espère. On verra cette expérience par la suite. Très bien. Alors, vous avez dirigé justement un projet qui est très important, Oui. dont la thématique est... Alors la thématique, c'est un petit peu, peut-être un peu spécialisé par rapport au commun des mortels. Donc c'est une caractérisation donc hydrochimique, géochimique ou hydrochimique et isotopique des eaux thermominérales de l'Ouest algérien. Alors je pense que c'est une thématique qui est très importante parce que les eaux thermominérales en Algérie sont un patrimoine qui n'est pas vraiment bien valorisé à sa juste valeur quand on compare ça par rapport aux pays du sud de la Méditerranée qui sont un petit peu placés dans le même contexte géologique et structural de l'Algérie, parce que l'Algérie du Nord est un pays qui est très riche en ressources thermominérales. Effectivement. Voilà. Et donc quand on compare le nombre de sources qu'il y a, donc au nord de l'Algérie principalement, on a à peu près 200 à 250 sources. Ah, quand même. Oui, oui, donc il y en a beaucoup qui sont complètement délaissées et même voire inconnues. Et il y a seulement une dizaine de sources qui sont médicalisées, donc au niveau de stations thermales, telles que les gens les connaissent. Les connaissent, telles que Hammam Bouhja, exactement. Bouhnifia aussi. Exactement. Donc il y en a seulement une dizaine qui sont médicalisées et conventionnées avec la CNAS. Alors qu'il y a vraiment des sources thermominérales qui sont très très riches sur le plan physico-chimique, parce qu'une source thermominérale, c'est quoi? C'est d'abord une eau minérale qui est thermale, c'est-à-dire donc une eau minérale, elle est caractérisée par sa pureté naturelle, donc elle doit être originaire, donc elle doit provenir des profondeurs de la terre, donc elle est d'origine exclusivement souterraine. Et la particularité de ces sources par rapport aux autres eaux naturelles, donc c'est qu'elles ont une composition chimique et minéralogique qui est originale, c'est-à-dire qui est particulière, qui apporte des bienfaits thérapeutiques. Qui est médicale. Voilà, médicale. Donc on doit avoir la preuve qu'elle apporte des bienfaits thérapeutiques à l'organisme, à l'être humain. Et en plus donc, de cette spécificité selon sa composition chimique,
Elle contient aussi d'autres éléments qui sont très importants, qui font son importance et leur importance et leur particularité d'un endroit à un autre. Donc on a par exemple des eaux minérales qui sont riches en magnésium, des eaux minérales qui sont riches en zinc, en brome, etc. Donc ces oligo-éléments, donc ce qu'on appelle, ce sont des oligo-éléments, voilà. Ce sont des éléments traces, en plus des éléments majeurs, donc des cations et anions majeurs qu'on trouve dans l'eau. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les cations et les anions majeurs. Voilà, en général, donc, quand vous lisez l'étiquette d'une bouteille d'eau minérale, donc je pense que chacun Moi, de nous... ce que je lis, alors franchement, ce que je lis sur l'étiquette, c'est que le taux de résidus. Voilà. Donc généralement, quand je vois le taux de résidus qui est très très bas, donc je me dis ça c'est une bonne eau minérale. Ah ben vous vous trompez. Je vais vous dire. Ah ben voilà. Parce que on dit justement, c'est la croyance qu'on a quand on dit une eau minérale, on a l'impression que c'est une eau qui est légère, c'est-à-dire quand on la boit, elle est légère, bien sûr, elle doit avoir un goût agréable. Effectivement. Eh bien non, une eau minérale, c'est pas forcément ça. Donc une eau minérale, elle peut être très peu minéralisée, donc elle peut avoir un résidu sec ou donc ce qu'on appelle nous une minéralisation. C'est la concentration totale des sels minéraux qui sont présents dans l'eau, qui peuvent être très bas, comme on peut avoir des eaux minérales qui sont très chargées. On en a beaucoup des exemples, par exemple en Europe. C'est vrai qu'en Algérie, on n'a pas beaucoup d'eau minérale qui sont commercialisées. Et donc, celles qui sont commercialisées, effectivement, elles ont un taux de résidus secs qui est relativement bas. Mais la caractéristique d'une eau minérale, justement, c'est sa richesse en certains minéraux qui apportent un bienfait à l'organisme. Donc ça veut dire que je me suis gourée, quoi. Tout à fait. Voilà. Je me suis trompée. Voilà. Donc une eau minérale, elle peut être très minéralisée. Donc elle peut avoir carrément un goût salé quand on la boit. Effectivement. Mais elle apporte un bienfait à la santé. C'est pour ça que, donc généralement, je ne sais pas, peut-être il y a certains médecins qui le font en Algérie, quand on a une carence en certains éléments, par exemple en calcium, en magnésium, au lieu d'aller prendre des médicaments, donc du calcium sous forme de médicaments, on se rappelle toujours des grosses exactement, la effervescence, voilà, exactement. Tout à fait. Il faut prendre une eau qui est naturelle et qui est riche en calcium. Donc, je sais qu'en Europe, les médecins ils prescrivent donc sur l'ordonnance de l'eau. Oui, de l'eau. D'ailleurs, des marques spécifiques en eau. En Chine, ils prescrivent tout le temps l'eau. Toutes les maladies. Hein. Tout à fait. Oui, parce qu'en fonction, parce que l'eau minérale, chaque eau minérale, en fonction de l'endroit où elle vient, elle a une composition particulière, donc elle a une spécificité. Donc la richesse donc, du nord de l'Algérie sur le plan géologique, sur le plan structural, fait aussi qu'on a donc des eaux qui ont une grande diversité, aussi bien au niveau de leur composition chimique, qu'au niveau donc, de leur minéralisation. Eh bien, j'ai appris une bonne chose aujourd'hui. Je vous en prie. Je pense même que nos chers amis téléspectateurs ont appris eux aussi, ils faisaient l'erreur que j'ai faite moi aussi. Alors, parlez-nous un petit peu de ce projet en collaboration avec l'Université de Paris. Oui, effectivement, donc c'est un projet qui permet surtout d'avoir de meilleures connaissances sur les systèmes hydrothermaux donc en Algérie. Pourquoi donc l'avoir fait avec l'Université de Paris? Donc pour bénéficier déjà de l'expérience, parce que ce sont des pays méditerranéens où il y a beaucoup d'eau thermale qui sont exploitées, qui sont surtout bien étudiées. Et donc le directeur de ce projet du côté français, c'est effectivement donc un chercheur, directeur de recherche au niveau du CNRS, donc du Centre national des recherches scientifiques, voilà, au niveau de l'Université de Paris-Sud, donc maintenant c'est Paris-Saclay. Et aussi on a eu donc un deuxième partenaire français, donc dans le cadre de ce projet, c'est l'Université d'Avignon. Donc au niveau de l'Université de Paris, donc on a fait des analyses chimiques et isotopiques. Parce que le projet, il a consisté en quoi? Bien sûr, dans le cadre de ce projet, nous avions placé deux doctorants en co-tutelle et en co-encadrement, pardon.
Donc des doctorants qui ont préparé des thèses de doctorat, donc un peu qui rentrent dans la thématique du projet, puisque bien sûr l'apport de ces projets, justement, c'est de permettre la formation et le perfectionnement donc des étudiants. Justement, j'allais arriver à la question qu'apportent justement ces collaborations aux doctorants justement du domaine. Voilà, donc c'est d'abord une maîtrise des méthodes d'analyse au niveau du laboratoire, parce que ces doctorants, donc, on a fait des prélèvements au niveau du terrain, donc on a fait les prélèvements sur 25 sources. Donc on a choisi des sources, bien sûr, pas au hasard. C'est des sources qui présentent une diversité au niveau de leur minéralisation, donc au niveau de leur composition chimique et au niveau de leur température. De l'uranie? De l'uranie. Donc c'est l'ouest algérien. Donc ça va, je peux citer les différentes villes où on a prélevé des sources, donc au niveau de Tlemcen, de Saïda, de Tiaret, de Naama, d'Ain Mouchent, d'Oran, Mascara, Mostaganem, Relizen et Tissemsit. Très bien. Donc on a pris quelques sources représentatives au niveau de toutes ces wilayas. Donc on a fait des mesures physico-chimiques sur le terrain. Donc il y a des mesures qu'il faut faire absolument au niveau des émergences. Donc là où la source elle sort, ce sont des mesures de pH qui permettent de déterminer l'alcalinité ou la basicité de l'eau, des mesures de température très importantes pour les eaux thermales, parce qu'aussi on a une grande variabilité au niveau de la température. Oui, tout à fait. Et donc on a donc au niveau de l'ouest algérien, donc la température maximale qu'on a mesurée donc au cours de ces campagnes, c'est au niveau de Hamam Bouhjar, donc c'est presque 70 degrés. Hein, effectivement. Donc c'est 69,1, 70 degrés. Il faut savoir donc qu'en Algérie, on a quand même des eaux thermales qui atteignent des températures jusqu'à presque 100 degrés. Donc au niveau de Hamam de Ber, donc il s'appelait Hamam Msroutine, donc dans la région de d'accord, c'est du côté de l'Est. Donc au niveau de l'Est, et là c'est vraiment des températures très très importantes, 98 degrés, c'est quand même, donc c'est un indicateur du flux géothermique et de l'importance de la profondeur, donc puisque plus la température est élevée et plus l'origine de cette eau elle est profonde. C'est à Guelma. À Guelma, oui. À Guelma, voilà. D'ailleurs, c'est une eau qui est très très chaude. Très chaude. C'est presque la température de l'ébullition de l'eau et c'est naturel. Oui. C'est vraiment naturel. Et donc, c'est quand même une ressource qui est aussi une source d'énergie renouvelable très importante qui peut avoir donc des applications sur le plan économique, des retombées sur le plan économique qui pourraient être vraiment très très importantes. Donc, très bien. Alors une toute dernière question. Alors qu'est-ce que le laboratoire Géoren? Alors le laboratoire Géoren, donc c'est le laboratoire dont je fais partie, c'est géoressources, environnement et risques naturels. Donc nous avons 4 équipes de recherche, donc de l'université d'Oran 2 bien sûr. Hein. Donc nous avons 4 équipes de recherche au niveau de ce laboratoire et chaque équipe, elle est spécialisée dans un des domaines, donc en relation avec l'environnement. Et je fais partie de l'équipe ressources en eau et environnement. Nous avons donc une autre équipe qui s'occupe des aléas sismiques, donc avec tous les problèmes. Oui, avec le tremblement de terre de la semaine dernière. Vous savez, cette semaine, on va dire, c'était le samedi. Oui, c'était le samedi passé. C'était le samedi. Donc, il y a une équipe qui travaille sur ça, donc sur le terrain, puisque c'est très important dans le domaine où je travaille de faire des études sur le terrain, c'est-à-dire de sortir sur le terrain, de faire des mesures et ensuite donc d'analyser ces mesures, de les traiter et d'en tirer des conclusions. Donc, il y a une autre équipe qui travaille sur la pétrologie, magmatisme, donc et une dernière équipe, la 4e équipe, sur la valorisation donc, des minerais au niveau donc, aussi bien de la région ouest que dans le sud algérien, principalement donc, dans le Hogar. Eh bien, on essaiera de les inviter ici à ce même plateau de Bonjour d'Algérie à Oran. Eh bien, merci beaucoup, professeur. Alors, vous aimez la lecture?
Absolument, j'adore la lecture. Très bien. Voilà. Eh bien, là, je vous invitais à découvrir avec nous alors un personnage hors du commun que tous les Oranais connaissent. Oui. C'est Ami Moussa et sujet signé ma consoeur Souad Ben Ataya et on se retrouve juste après. Avec plaisir. Un personnage extraordinaire avec une vie plus intense. Il fait rêver et répond à notre besoin d'aventure et d'évasion hors du monde quotidien. Ami Moussa, devenu un modèle à imiter et qui a provoqué notre admiration. Connu d'un bon nombre d'Oranais, jour après jour le côtoie en se promenant. Ami Moussa, bouquiniste en plein centre-ville d'Oran. Oui, cet homme que tout le monde connaît, chez qui tout le monde, au moins une fois, a dû s'arrêter pour feuilleter quelques ouvrages anciens ou de polar, aidé de sa vieille Nivarus dans laquelle il trimballe ses ouvrages. بديت 72 في لي زركب تحت لي زركب ومن بعد 75 طلعت لاغ المستقبل و 85 قبضت بولو مارسو ومن بعد جيت هنا les années 70, 80, ça marchait bien. Mais maintenant, c'est mort. الدعوة ما بقاش كيما بكري. الانترنت elle a bloqué القراية. Et c'est dommage parce que les bouquins, c'est les bouquins, ça change pas. C'est les meilleurs. Les étals que concocte Ami Moussa, garnis de livres, de beaux livres et de vieux portraits. Voilà plus de 40 ans que Ami Moussa se consacre au noble métier de fortune qu'il avait embrassé du haut de ses 24 ans. نتمنى كاع الناس تقرا كيفي هنا كاع الناس قرايه مليحه لي ليفغ مليحه نتمنى يكون عندي انتي ماغازان ولا شي حاجه سيتو قرا انتي ماغازان بزاف عليا خير من البرازه. Aux heures creuses, quand les clients se font désirer, Ami Moussa s'installe tranquillement dans sa Nivarus et s'évade dans la lecture. Eh bien voilà, on rappelle à nos chers amis téléspectateurs que le Bonjour d'Algérie est sponsorisé par les peintures chorales. Eh bien on va parler aujourd'hui d'un concept qui a fait la une justement sur les réseaux sociaux. Oran lit avec Menel Zehia, avec son invité. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté de faire partie de notre direct aujourd'hui. Merci beaucoup Iman. Bonjour Madoni Sarah Amira, soyez la bienvenue sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Bonjour, merci de m'avoir invitée. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Avec plaisir. Alors Sarah, vous êtes étudiante en sciences du langage et vous êtes également représentante du groupe Oranli. Parlez-nous un peu de ce carrefour littéraire. Alors tout d'abord, Oranli, c'est un groupe Facebook qui a été créé en 2018 par Nesrine Bessaïh et Kalima Siamsi Youssef, à qui je passe le bonjour aujourd'hui. Donc c'est un groupe littéraire qui incite et encourage les gens à lire. C'est un groupe qui fait partie de la littérature, qui donne du travail à la littérature et aussi d'encourager les Algériens et les Oranais, qui est Oranli, à lire et à partager leur passion littéraire. Très bien. Alors le groupe se nomme Oranli, mais est-ce que cela signifie qu'il n'y a que des Oranais dans le groupe? Non, évidemment que non. Donc il y a des Oranais, il y a des gens d'Alger, de Tizi Ouzou, donc toute la wilaya et même de France. Hein. Nous avons beaucoup des Algériens de France. Donc c'est une étendue internationale. Exactement. Oui, ça a commencé dès cette année avec le confinement. Il a été, pardon Menel, le groupe a été créé en quelle année? En 2018. Ah d'accord, en donc 2018. il a 2 années de vie. Oui, très bien. Oui. D'existence. Exactement, oui. Nous savons tous que durant le confinement, beaucoup de personnes se sont retrouvées avec énormément de temps libre. Oui. Alors, quel a été le rôle d'Oranli durant cette période? Donc, le confinement, déjà, c'était une période qui était désagréable pour tout le monde. Par contre, Oranli, c'était une occasion à jamais
de partager encore plus de chroniques et de livres. Donc premièrement, en confinement, nous avons accueilli beaucoup de gens et ça fait énormément plaisir. Et aussi, le confinement aussi nous a donné aussi l'opportunité de faire beaucoup de chroniques, beaucoup de débats et aussi de partager aussi la littérature et aussi inciter les gens à lire pendant le confinement. Et aussi, Oranli a fait aussi en sorte d'être en assistance avec les libraires, de vendre leurs livres en ligne. Et là, on a beaucoup aidé les libraires à vendre leurs livres et aussi pour les gens qui ne pouvaient pas sortir et tout. Donc le confinement, nous ne pouvions pas sortir. Donc c'était ça notre rôle pendant le confinement. Donc le groupe a réellement été présent. Exactement. D'accord. Exactement. Sarah, votre amour pour la littérature a su conjuguer l'aventure Oranli, mais également une toute autre expérience qui est le choix Goncourt d'Algérie. Vous êtes membre du jury du choix Goncourt d'Algérie. Alors parlez-nous un peu du Goncourt, qu'est-ce que c'est? Donc le Goncourt, c'est l'un des plus grands, c'est l'un des plus prestigieux concours internationaux. Donc c'est l'équivalent de l'Oscar au cinéma. Donc c'est des sélections de livres qu'on doit lire et qu'on doit voter à la fin pour qu'on puisse voter pour le livre du choix Goncourt. Et l'Algérie a rejoint dernièrement, en 2019, le choix Goncourt. Donc il y avait la première édition en 2019, la deuxième édition en 2020 et la troisième édition sera en 2021 qui débutera très bientôt. Alors pardon, et comment s'est passée la deuxième édition 2020 vu le confinement et le coronavirus et la Covid-19? On a commencé à faire les réunions en décembre 2019 et normalement c'était prévu la cérémonie en mars 2020. Et vu que c'était le confinement, donc on a continué à lire et faire beaucoup plus d'analyses. Après cela, en septembre 2020, le choix Goncourt a fait un site pour voter en ligne. Donc normalement, on a vu une réunion, on doit voter, mais non. Après la cérémonie, on a vu une cérémonie en octobre 2020. Où on a fait une conférence en ligne avec l'écrivaine qui était Natacha Apana, la gagnante. Et c'était vraiment extraordinaire. On était en ligne avec l'écrivaine et c'était une occasion à jamais de parler avec l'écrivaine. Et par chance, j'ai représenté la wilaya d'Oran, parce qu'on a eu Oran, Alger, Constantine, Annaba et Tlemcen. Et chacun représentait la wilaya, de poser des questions à l'écrivaine gagnante. C'était extraordinaire. Alors, est-ce que je peux lui poser encore une question? Est-ce que tu me permets? Très bien. Alors, est-ce que Oranli est, on va dire, est préconisé ou alors, uniquement pour les adeptes de lecture ou alors vous avez quand même un petit peu incité des personnes qui n'étaient pas vraiment trop lecture à se mettre justement et se remettre à la lecture? En fait, Oranli, c'est un groupe qui incite premièrement à la lecture, mais aussi qui incite les gens. Il y a des gens qui aiment lire des livres de développement personnel, de la philosophie, mais aussi on encourage aussi les gens qui sont passionnés en même temps d'art, de culture, de peinture, etc. On encourage ça. Tout ce qui est culture, Oranli est là. Donc c'est pas uniquement la lecture, ce n'est pas. C'est vraiment uniquement, c'est uniquement de la lecture, mais Oranli, elle est partout. Elle a pris une autre étendue. Exactement. Elle encourage les gens à faire de leur passion. Très bien. C'est ça. Voilà. Très bien. C'est ça. Très bien. Sarah, on sent réellement que l'amour de la littérature est ancré en vous à travers Oranli, le choix Goncourt. Qui vous a transmis cette passion? Alors, à vrai dire, cette passion est venue de mes deux grands-pères, Allah yarhamhum. En fait, eux, c'était des hommes qui aimaient le verbe apprendre. Ils m'ont transmis le savoir. Donc ce sont des hommes de culture. Exactement. C'est des hommes qui aimaient vivre et qui aimaient le verbe apprendre. Et ce sont donc des ils exemples. Vous ont transmis la vie, ils vous ont transmis exactement. le verbe apprendre. La littérature pour moi était un refuge. Donc c'était un dernier point. Mais pour moi, j'aime bien le savoir, j'aime bien apprendre. Et la littérature pour moi, c'était un monde extraordinaire. Pour moi, c'est un monde qui est très particulier. Et c'est grâce à eux que je suis là, avec vous, et c'est grâce à eux que je suis ici à lire parce que pour eux le savoir c'était toute leur vie. Alors juste une dernière question, si tu me permets. Voilà. Alors Oranli, c'est un concept très sympa, on va dire, et qui est dédié à toute personne qui aimerait bien, qui aime la culture en fait. Donc il a créé d'où cette idée
de créer on va dire, ce concept de Oranli? Alors, il faut savoir que le groupe était créé par Nesrine Bessaïh, c'est l'admise. Et je me rappelle quand on a eu une conversation, elle m'a dit que je veux énormément envoyer le message de lecture. Parce qu'elle est passionnée de lecture et de littérature. Elle a commencé c'est pas une lectrice qui aime que des romans contemporains. Non, c'est une lectrice exactement classique et tout. Et elle a vu que nos librairies n'ont pas énormément ces petits classiques et tout. Donc elle a créé ce groupe pour inciter et pour encourager les libraires à voir les goûts des Algériens. Alors, voilà. Est-ce que encore une question. Alors, est-ce qu'à travers ce groupe Oranli, on peut faire des échanges, on va dire, de livres? Oui, évidemment. Évidemment, c'est l'un des rôles d'Oranli. On est en collaboration avec plusieurs libraires, des gens qui veulent échanger leurs livres, qui veulent vendre. Oranli est là. Donc, c'est un très grand rôle pour Oranli. Voilà. Très bien. Très bien. En dernier lieu, Sarah, pouvez-vous nous parler des futurs projets d'Oranli? Alors, premièrement, faire beaucoup de cafés littéraires. Parce qu'il faut savoir qu'Oranli, c'est un groupe Facebook virtuel via Internet. Et là, en 2021, nous aimons énormément faire des cafés littéraires présentiels. On a fait déjà... J'adore les cafés littéraires. J'adore. Soyez les bienvenus. Merci. Voilà. Donc, en présentiel, on va faire des cafés littéraires pour voir nos membres. On a déjà fait en novembre 2018. Et après, vu en 2019, voilà, on a eu beaucoup de charges et tout. Et on a voulu faire en 2020, mais il y avait la pandémie du Covid. Mais en 2021... on l'espère. Oui, que ça va reprendre, Inch'Allah. Pourquoi pas prendre un bon café et lire un bon livre? Que demande le peuple? Eh bien, merci Manal Zahia, ce fut un plaisir. Eh bien, on rappelle aussi à nos chers amis téléspectateurs que Manal Zahia fait partie de Oranli. Alors, c'est pour ça qu'elle maîtrise très bien ce sujet. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation, l'invitation de Manel. Manel, ce fut un plaisir. Eh bien, on ira prendre un bon café, un de ces jours, pourquoi pas, après, bien sûr, le passage de cette pandémie de la Covid-19. Merci les jeunes. Eh bien, est-ce que vous aimez la grenade en tant que fruit? Pas la grenade, hein, qui... Oui. Elle s'invite facilement à nos tables. Oui. Voilà. Alors, vous l'aimez comment, la grenade? Comme ça, on la mange avec de la cannelle. C'est la recette de ma mère. Oui. La cannelle et un peu de sucre, avec un peu d'eau de fleur d'oranger. En dessert et très frais. Plein de gorgées de vitamines. Ça se mange bien en été. Hein. En été. Mais c'est un fruit de automne jusqu'à février. Oui. D'accord? Mais ça peut se congeler. Oui. Eh bien, on va suivre ensemble les bienfaits de la grenade et on se retrouve juste après. Riche en nutriments importants, contient 2 composés végétaux ayant des propriétés médicinales puissantes, a des effets anti-inflammatoires impressionnants, aide à combattre le cancer, peut baisser la pression sanguine, peut aider à combattre les douleurs articulaires, peut diminuer le risque de maladies cardiaques et améliore la mémoire. La grenade, ou comme on l'appelle, le fruit du paradis. Le Coran évoque par 3 fois la grenade. Elle représente les bonnes choses créées par Dieu. Elle décrit les fruits terrestres, mais également paradisiaques. C'est le fruit du grenadier, un arbre originaire de Perse et récolté depuis plusieurs siècles sur tout le pourtour méditerranéen et fut cultivé il y a plus de 5000 ans. Fruit aux vertus insoupçonnées, possédant d'incroyables bienfaits sur l'organisme. La grenade, un fruit de couleur vif dont la forme ressemble à une pomme, dotée d'une écorce épaisse et non comestible. La grenade se compose de plusieurs vitamines, minéraux et antioxydants naturels.
La grenade possède aussi des vertus anti-cholestérol et prévient des maladies cardiovasculaires. Prévient également le cancer. Renforce les os et les articulations. La grenade est excellente pour la mémoire et l'effet du jus de grenade sur le cerveau est incontournable. La grenade prévient l'apparition de la cataracte, prévient et répare les problèmes de peau. La grenade est un allié de rigueur de perte de poids. La pleine saison de la grenade est au début de l'automne jusqu'en février. Mais comment conserver la grenade? Si elles sont fraîches, on peut les conserver environ une année au congélateur. Si elles sont séchées, on les entrepose dans un bocal au sec, dans un endroit frais et sans lumière. Comment cuisiner et déguster la grenade? Les pharaons utilisaient la grenade fraîche pour préparer un jus doux aux saveurs de framboise. Aujourd'hui, on déguste ce fruit nature à la cuillère, en salade, en sorbet, en jus ou encore, et non pas le moins célèbre, un sirop de grenadine traditionnel ou bien sûr en confiture. On trouve aussi ce fruit doux sous forme de poudre en assaisonnement de salade, de sauce, marinade de viande, riz, gâteau ou encore accompagné de bons légumes. En tisane aussi, puisqu'elle améliore le système immunitaire et cardiovasculaire et surtout digestif. La grenade, la boisson détox par excellence. Boisson détox par excellence. Effectivement, la grenade, c'est très très bon, surtout en confiture, croyez-moi, parce que moi je l'ai essayé. Voilà. Eh bien, on rappelle aussi que voilà, que Bonjour d'Algérie est sponsorisé par les peintures Coral. Eh bien, bonjour, Noura Wefa. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. On s'est habitué à vous, hein? Bah, avec les nouvelles tendances. Moi aussi, c'est pareil. Ben voilà. Avec les nouvelles tendances de la décoration, les nouvelles couleurs. Aujourd'hui, on va parler couleurs. Oui. Eh bien, ça tombe bien puisque vous êtes habillée avec la couleur de tendance cette année. Elle en fait partie, effectivement, c'est vrai. Oui, oui. Alors, quel est le rôle justement de la couleur dans la décoration d'intérieur? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les couleurs ont un pouvoir et un rôle majeur dans la décoration qui est d'agir sur notre humeur. Elles peuvent agir soit positivement ou négativement. Et en plus de donner le ton. Donc, c'est-à-dire la couleur, on ne l'utilise pas uniquement pour donner un ton à une pièce, mais c'est bien au-delà parce qu'elle peut même agir sur notre humeur. Et de là, on va jusqu'à chercher comment choisir justement cette couleur. Alors, ça rentre dans le, on va dire, la nouvelle tendance justement chinoise, le feng shui, c'est ça? Oui. Très bien. Oui. Très bien. Alors, quelles sont les tendances de couleurs cette année? Quelles sont les couleurs cette année? Cette année, on parle d'une combinaison assez spéciale qui est des couleurs audacieuses et réconfortantes à la fois. C'est assez surprenant à entendre. Justement, pareil. Oui. Alors le réconfort, d'où il vient? Il vient d'un retour vers des couleurs naturelles, d'origine minérale, végétale, organique ou terreuse. Et les couleurs, et par exemple, enfin le mot audace reste assez surprenant aussi. Et nous renvoie plutôt vers des couleurs vives, fortes, énergiques. Donc c'est un petit peu le paradoxe. Très bien. Eh bien, on va y aller tout de suite pour découvrir. Alors voilà, vous allez nous commenter ces photos, photo par photo. Allez-y. Alors bon, là, il faut arrêter, il faut patienter. Voilà, il faut patienter parce qu'on va commenter les images. Hein, Choukri?
Voilà. Donc Alors, là, c'est la couleur rose chaleur nature, oui. qui est une couleur très très douce, qui apporte beaucoup de douceur à l'intérieur et ils peuvent défiler parce qu'il y en a plusieurs. D'accord. Alors, on peut défiler, Chokri, notre script. Donc Voilà. là, on va vers le blanc, Oui. le nuancé de blanc, Oui. qui revient, qui est un incontournable. C'est le blanc blanc ou alors le blanc cassé? Le blanc cassé, D'accord. avec des nuances de beige. Ici sur la photo, c'est des nuances de beige. Et un peu de marron. Oui, et qui est considéré comme un incontournable en décoration. Là, on est sur du blanc cassé. Oui. Il y a aussi le rosé, le blanc cassé, mais mêlé un petit peu avec la couleur rose, qui est aussi très très tendance cette année. Là, on a du jaune. Le jaune, qui est considéré comme une couleur lumineuse et chaleureuse à la fois. Là, bon, la couleur, normalement, c'est du jaune moutarde. Il y a le jaune moutarde, le jaune vif et le jaune saturé. C'est ça le jaune moutarde? Ça, c'est plutôt... Non, la première, c'était le jaune moutarde. Là, c'est du jaune safran saturé. Oui. Et c'est des couleurs qui apportent vraiment beaucoup de chaleur. Et c'est des couleurs qu'on va attendre à envahir l'intérieur cette année. Là, on est sur du jaune vif. Oui, le jaune vif. Oui, et il faut savoir aussi comment utiliser les couleurs. Justement. Et dans quel endroit, justement? Alors, est-ce que, par exemple, on a envie de changer la couleur de notre chambre à coucher. Alors, on peut utiliser quelle couleur? Alors, déjà, il faut faire des études, normalement, par rapport à la lumière. Comment va être cette couleur par rapport à la luminosité de cette pièce. On ne peut pas dire que cette couleur qu'on vient de montrer là, elle va forcément aller à toutes les pièces. Non. Justement. Parfois, on a envie d'apporter plus de lumière. Parfois, au contraire, on a envie de contraster pour faire une ambiance plutôt cocooning ou une ambiance plutôt chaleureuse. Donc, ça dépend des intérieurs. D'accord. Et pour un salon? Un salon, cette année, l'une des couleurs, on peut revoir les photos? Est-ce qu'on peut revoir les photos, Chokri, notre script? Voilà. Alors là, c'est plutôt du vert, qui est aussi considéré comme l'une des couleurs phares de l'année. On a cette année le vert antique qu'on va voir plus tard. On a le vert olive. Ça, c'est vert olive. Oui, ça, c'est du vert olive. D'accord. On a du vert kaki aussi, qui a un rappel vers... il y a une autre photo qui va montrer le vert kaki. Qui a un rappel vers le style vintage, qui a toujours une connotation vintage. Oui. Donc, en chambre à coucher, par exemple, c'est l'une des couleurs vraiment... Vert kaki? Oui. Ma chambre est en vert kaki. C'est bien. Donc, il vaut mieux que je la garde comme ça. Elle est tendance. Très bien, oui. Très bien. Là, on a une autre utilisation du rose chaleur nature, qui apporte déjà, rien que l'appellation apporte de la chaleur. Dans une cuisine, on l'avait vu dans un salon au départ, là, c'est dans une cuisine. Oui. Et vous voyez que c'est des couleurs, là aussi c'est dans un salon, c'est des couleurs qui changent d'espace facilement, qui vont avec plusieurs pièces. Très bien. On peut voir d'autres photos. Oui. Alors là, c'est l'une des couleurs phares, vraiment tendance de l'année. On revient, la couleur, s'il vous plaît, on revient à la photo précédente. Merci. Alors, oui. On verra, c'est moi. Voilà. Alors, c'est la couleur terre d'argile. Terre d'argile. Qui a une origine, on va dire, terreuse. Oui. Et qui peut se marier avec différentes couleurs. Très bien. Peut se marier avec des couleurs dynamiques, comme sur la photo ici. Comme elle peut se marier avec des teintes de brun. Ça va très très bien. Et ici, vous voyez très bien que le salon est d'inspiration plutôt végétale parce qu'il y avait beaucoup de vert. Là, c'est le bleu qui revient du bleu cobalt au bleu clair, du bleu vif au bleu fumé. Les nuances cette année, de oui, bleu. le bleu, c'est un must-have. On dit que le bleu, c'est un must-have en décoration. Et cette année, il revient aussi avec de nouvelles nuances. Très bien. Là, on a un bleu un petit peu énergique, mais qui renvoie beaucoup de dynamisme à l'intérieur. Là aussi, là, c'est un bleu-vert qui apporte énormément de lumière à l'intérieur. Oui. Et vous voyez son utilisation dans un salon, enfin dans une cuisine. Dans une cuisine, effectivement. Et qui vraiment, il faut oser les couleurs. Ça en rejette. C'est ça, il faut oser les couleurs maintenant. Il faut oser les couleurs, mais tout en modération. C'est-à-dire, on a le paradoxe des couleurs audacieuses et réconfortantes. Là, par exemple, c'était une couleur réconfortante. Le vert est considéré comme une couleur réconfortante. Le terracotta qu'on n'a pas vu sur les photos est l'une des couleurs vraiment maîtresses de cette année.
C'est une couleur assez forte, mais qui rapporte beaucoup de chaleur à l'intérieur. Très bien. Oui. Donc, ce sont les couleurs de tendance, on va dire, Oui, cette année. J'espère qu'on n'a rien oublié. Oui, le vert, Normalement, le jaune, le blanc cassé. Il n'y a que le terracotta qu'on n'a pas vu en image. Ben, on n'a pas de photo de terracotta. Ah bah, ça sera pour la prochaine fois. Voilà. Alors, le prochain numéro, ça sera? Alors, la prochaine fois, on va parler des erreurs à ne pas faire en intérieur, en décoration intérieure. Moi, je pense qu'on en a fait des erreurs à l'intérieur. Oui. On en a fait. On va essayer de cibler des erreurs qui se répètent un petit peu partout pour essayer de les cerner. Très bien. Vous avez déjà joué à la bicyclette? J'ai une petite anecdote concernant la bicyclette. J'en ai joué la première fois à Istanbul. C'était la première fois de ma vie. On est tous tombés. Hein. Je suis pas tombée. Ah, vous n'êtes pas tombée? Non. Eh ben moi, si plusieurs fois, mais après, je me suis. Maintenant, je maîtrise la bicyclette, donc ça va. Mais avant cela, on vous propose ce spot publicitaire. On se retrouve juste après. Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les maths à faire. Eh bien, ce moyen de transport à deux roues, eh bien, qui revient à la mode, et c'est Sofiane Mornine, notre confrère de l'information, qui nous emmène découvrir Hammam Bouhjar à travers le vélo, la bicyclette. En visitant la région de Bouhjar, une des importantes régions de la wilaya de Ain Tmouchent, connue par ses sources thermales, ses boulevards et son patrimoine architectural, vous allez être interpellé par la particularité de ses habitants qui aiment se déplacer à vélo. Depuis leur plus jeune âge, les habitants de Bouhjar pérennisent cette culture qui se transmet de père en fils. فيلو هذه كرعيه فيلو هذه فيلو دارها زعما في الصغر زعما ومام طون سبور مام طون صحه كل شيء وقعك هذا فيلاج هذا حمام بهجر هذا بلا واحد يقضي به يحوس به يدور من يقضي صوالحه كيما نقولوا خفيف. ما كانش دار بلا فيلو وانا كيما انا كسبتها مولا 6 سنين كون ما يكونش عندي دي كورس نديرهم ما نخرجش السياره نخرج الفيلو منها للجومبا للكرعينه ومنها لو بليزير كي تمشى لو بليزير. En plus d'être écologique, cette culture a des bienfaits sur la santé, tant l'effort physique est sollicité. En cas de panne de la bicyclette, les habitants de Bouhjar se dirigent chez Mohamed Benchir, un des plusieurs réparateurs de cet outil de transport. عندي 40 عام في الحرفه هذه. واه كلينا بها الخبز غايه كاع. انا هنا في النهار نسقم 10 فيلويات 8 فيلويات كاين ناس مساكين يجوا عندي نتهلا فيهم ريباري بيان. كون ما نخدمش الفيلو صباح هذيك 4 سوايع نخدم حتى الوحده ونشور. كون ما نخدمش الفيلو في صباح نمرض. اللي نخدم الصباح نخدم الصباح وحشيه نرقد. وشنو هما الفيلاوات اللي تحب تخدمهم يعني؟ كاع نخدمهم وكاع نعرف لهم وحتى حاجه ما تقبلني. اللي عنده الفيلو هنا يحترموا صحاب الواطه يحترموه غايه كاع يصرفوا عليه ولا ضربها يتسامحوا ويصنع له. واه ايوا هذه هي. هذا هو العرف هنا يعني. واه هذه هي يا راني يوم يجوا عندي هنا قلت لك يضربها له ويصنع حاله كيما يبغي ويصرف منه السماح وحقش عنا فيهم الله يخلف عليهم. Il suffit juste de les écouter en train de parler du vélo pour comprendre la place qu'occupe le vélo dans les cœurs des habitants de Bouhjar. والله العظيم علاقتي وطيدة بالدراجة الهوائية هذه واقتنيت دراجة في عمري 15 سنة 15 سنة اشتريت يعني دراجة وأنا يعني متعلق بها تعلقا كبيرا. تقريبا كل عائلة عندها دراجة هوائية والحمام بوهجر هنا ما يستعملهاش لأنها رخيصة ولا لأنهم يحبوها أولا ودينها وسيلة نقل
كما تستعمل في جميع المناطق في العالم، وكان اللي يستعملها كرياضه، كان اللي يهواها، وكان يتنقل بها، وكان اللي حتى كاين واحدين هنا في حمام بوهجر عندهم دراجات هوائيه هذه وما يستعملوهاش، كان اللي يديرها كتذكار، وكان نظرا لحبه وهو كبير لحبه للدراجه الهوائيه هذه ملكها في البيت وما بغاش يبيعها لانها دخلت في الحياه تاعه. Une vraie philosophie de vie qui nous dit combien faudrait être. Eh bien, sujet signé Sofiane Moknine, notre confrère de l'information, et lecture, notre journaliste Selim Skandar. Eh bien, cap vers une vieille ville qui fut fondée sur un emplacement romain au Xe siècle. Il a vu passer, on va dire, Alphonse Daudet. Elle a vu passer Alphonse Daudet, où il y consacra une intitulée Miliena en 1869. Connue par ses fêtes de cerises et bien sûr la très belle fête en fanfare et en grande pompe, le Moulid al-Nabawi Sharif, eh bien, ou en visitant cette belle ville, on y trouve la statue d'Ali Lapointe, de son vrai nom, Ammar Ali, puisqu'il est originaire de cette belle ville, le musée de Miliena, la place de l'horloge Sea, et bien sûr la manufacture d'armes de l'émir Abdelkader. Je pense que vous êtes en train de vous poser la question, pourquoi on parle de cette belle ville de Miliena? Eh bien, c'est Miliena qui est venu nous rendre visite à travers un grand artiste, d'ailleurs, qu'on a découvert et qu'on découvrira ensemble aujourd'hui. Eh bien, c'est Monsieur Brahim Belkorichi. Bonjour. Bonjour. Alors, vous n'êtes pas uniquement artiste, vous êtes conseiller de la jeunesse, vous avez même suivi une formation à Enel Turc, justement, dans les années 80, 84, 86. Voilà. Et là, vous êtes venu avec la casquette on va dire, artisan et artiste. Voilà, justement. Marhaba bik. Je remercie la station d'Oran, c'est la station de télévision, et en particulier la télévision algérienne, pour m'avoir invité sur ce plateau. C'est avec un grand plaisir. Donc, nous sommes là pour sensibiliser les jeunes, les enfants, même les adultes, qu'à travers des matières, des déchets, on peut faire des miracles. On peut faire pas mal de choses et ça ne coûte pas cher. Justement, alors là, c'est que j'ai une très très belle voiture. Je ne sais pas si notre réalisatrice, voilà. Alors, vous pensez que c'est du bois? Eh bien, vous vous trompez. C'est du carton. C'est du carton. Eh bien, vous donnez une nouvelle vie au carton. Voilà. Alors, d'où cette passion? Cette passion est venue, ça fait 5 ans. En consultant YouTube, j'ai vu qu'à travers le carton, on fait pas mal de choses à travers le monde. Donc, j'ai réalisé un petit avion, un ancien avion. Est-ce que c'est celui-là? Non, c'est un autre. Ça, il est beaucoup mieux perfectionné, je crois. Beaucoup mieux, justement. Alors, ça m'est venu l'idée de... J'ai vu que j'avais des capacités à faire beaucoup de choses. Donc, je me suis... c'est-à-dire, j'ai pris le chemin pour réaliser d'autres choses. Donc, j'ai commencé... Mais comment se fait-il que vous avez pensé au carton? Pourquoi pas une autre matière? Parce que le carton, premièrement, il est considéré comme déchet. C'est-à-dire on le jette après utilisation. Donc, il est gratuit à travers la nature. On le trouve un peu partout, devant les magasins, les pharmacies. Effectivement. Voilà. Donc, il est facile à travailler. Donc, j'ai l'idée, c'est-à-dire, je me suis dit, pourquoi pas aller loin? En faire des œuvres d'art. En faire des œuvres d'art, voilà. Donc, j'ai commencé à faire des petites voitures, des insectes. Donc des petites maisons pour les enfants. Alors donc petit à petit j'ai développé mon travail. Oui. J'ai vu que, c'est-à-dire à travers le travail, c'est-à-dire en continuant à travailler chaque jour, j'ai acquis une certaine expérience. J'ai vu que mes mains... Vos mains se baladaient à travers ce carton. Voilà. Donc actuellement, j'encadre
des jeunes. Justement, alors on va justement arriver à ce point qui est très important parce que vous transmettez votre savoir, on va dire votre art de manier si bien le carton. Eh bien, là, je vois un ancien avion. Alors alors je ne sais pas si, voilà. Bien, on prend l'avion, on part jusqu'à Miliana, hein? On y va, tous ensemble. Eh bien, ça vous prend combien de temps pour confectionner un avion? Voilà. Un avion, c'est... Généralement, je travaille pendant mon temps libre. J'occupe mon temps libre en réalisant ces objets. Généralement, 3 à 4 jours, l'avion, c'est 3 à 4 jours, je le termine. Donc, il y a des objets ou des œuvres que je mets plus de temps, une semaine, ça dépend. Eh bien, on va y aller tout de suite, vous découvrir en plein travail. On y va? Hein, Choukri Sari? Eh bien là, c'est une belle moto, hein? Oui, c'est le sidecar. Oui. Je l'ai fait parce qu'il est beau. Justement, voilà. Oui. Il est beau. Donc, Oui. je me suis souvenu des années 40. Vous êtes inspiré, justement, vous êtes inspiré. La Deuxième Guerre mondiale, on l'utilisait le déplacement pendant la guerre. Donc, je me suis dit, c'est quelque chose de bon. Donc, je vais essayer de la réaliser. Et ça a été, c'est-à-dire quelque chose de très beau. Et ça a pris combien de temps pour réaliser une semaine? Une semaine. Une semaine avec combien d'heures de travail par jour? 2 à 3 heures par jour. 2 à 3 heures par jour. Oui. Très bien, parce que rappelons-le aussi que M. Brahim Belkourichi, il a une fonction. Voilà, justement. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis éducateur de la jeunesse de formation de base. Actuellement, je suis conseiller de la jeunesse. J'encadre, je fais l'inspection, je suis dans le bureau de l'inspection de la FNADJS. On fait le suivi pédagogique des éducateurs dans les maisons de jeunes. En même temps, j'encadre les enfants et les jeunes pour les ateliers. On fait des ateliers, c'est-à-dire concernant le recyclage. Donc vous avez créé des ateliers d'apprentissage de cet, on va dire, de cet art. De cet art, voilà. Alors, et vous avez combien d'enfants? Est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui s'intéressent à cette... Justement, j'ai commencé par un petit groupe et ça se développe. Justement, les derniers temps. Je vais m'inscrire chez vous. Je vais devoir venir chaque semaine à Miliana, pourquoi pas? Voilà, Inch'Allah. Donc les enfants commencent à aimer et j'ai découvert pas mal de dons. C'est-à-dire les enfants, ils ont des dons dans ce domaine. La manipulation du carton, en travaillant les objets. Donc je pense qu'il faut les aider à aimer à travers de beaux objets qu'on réalise pour qu'ils sortent de l'impasse des ordinateurs, des portables et tout ça. Et il faut revenir au travail manuel. Parce que c'est le travail manuel qui nous laisse, c'est-à-dire réfléchir, observer et réaliser de belles choses. Effectivement. Donc les ateliers, j'encadre des ateliers au niveau de la maison de jeunes Mohamed Ouaras de Miliana, le musée, pendant les vacances, et créer des ateliers de travaux manuels, dessin et tout ça. Donc, et en même temps, j'encadre, on m'a appelé dernièrement Alger, une école d'art privée. Ah ben. Oui, j'encadre des enfants
dans ce domaine de recyclage artistique du carton. Ah, très bien. Voilà. Alors, est-ce que là, ça me vient à l'esprit, est-ce que vous avez pensé à faire une exposition justement de vos œuvres? J'ai participé à pas mal d'expositions à Alger, la foire d'Alger. Oui. Dans le cadre des salons internationaux de recyclage, j'étais invité par le ministère de l'Environnement. C'est-à-dire, j'ai participé avec une association qui s'appelle l'association Le Manar des activités scientifiques. Ah, on a connu l'association Le Manar. Oui. Oui. Ils font de l'astronomie, des activités scientifiques. Justement. Donc, j'ai participé معهم في les salons هذو. J'ai participé في le salon à Oran. Oui. À Oran, le Méridien. Ah, très bien. Et je compte, maintenant j'ai une bonne collection, donc j'aimerais bien que après le Covid, justement, oui. on va donner un nouveau souffle pour le travail manuel. Alors on voit justement, j'ai vu une très belle voiture, une ancienne voiture d'ailleurs. C'est la Ford des années 30. C'est la Ford des années 30. Alors vous êtes attiré par les années 40, les années 30, les années 20. Alors pourquoi? Parce que généralement, les voitures, les avions, c'est-à-dire tous les moyens de transport, tout ce qui est beau m'attire. Généralement, les anciennes voitures, elles ont une beauté unique. Effectivement. Par rapport au design d'aujourd'hui et l'ancien design, c'est différent. Donc, j'ai aimé, donc je me suis introduit pour faire des choses comme ça. Des choses comme ça. Ouais. Très bien. Alors, et ça vous a pris combien de temps de confectionner cette belle Ford, on va dire? Bon, les voitures, la Ford, j'ai mis 4 à 5 jours. C'est-à-dire j'espère que la moyenne de 2 à 3 heures par jour de travail. En moyenne de 2 à 3 heures par jour. Alors, on voit d'ailleurs les roues qui sont très bien faites. Alors, on va voir. Avec les détails, justement. Voilà. On va voir les détails, justement. Alors, je ne sais pas si notre Aïcha Talhaoui, notre réalisatrice, regardez le détail des roues. Alors, il y a même le détail des roues. Voilà. Alors, vous avez même le détail des roues. Oui, voilà. Justement. C'est ce qui rend les objets ou les œuvres, les rend très beaux. Voilà, très oui, même avec le guidon, exactement, avec tout. Hein. Mais tout y est, voilà. La roue de secours, regardez. en arrière. Voilà. Alors, et même la roue de secours derrière. Hein. Voilà. Vous n'avez pas oublié un détail. Alors avant justement la confection de ces anciennes voitures, anciennes motos, tout ce qui concerne, on va dire, l'ancien temps, est-ce que vous visionnez un petit peu, on va dire, ces voitures à travers l'Internet? Est-ce que vous faites des recherches? Justement, c'est grâce à mes amis sur Facebook que je continue à travailler. C'est des encouragements qui me laissent travailler plus et embellir mes objets. C'est les encouragements de mes amis Facebook et des amis de ma ville qui m'encouragent, même de l'étranger. C'est des gens qui m'encouragent et qui m'invitent pour participer à des expositions. On souhaite bien, c'est-à-dire on souhaite bien que, c'est-à-dire dans l'avenir, on va donner, c'est-à-dire on va donner cet art, il va avoir, c'est-à-dire des ateliers à travers tout le pays. Pourquoi pas? Puisqu'on travaille avec une matière qui est noble. Qui est noble et facile à travailler. Et qui ne coûte rien. Elle est gratuite. Elle est gratuite. Et on participe à la préservation de l'environnement. C'est-à-dire, généralement, cette activité est basée sur c'est-à-dire c'est-à-dire on préserve notre environnement en utilisant ces déchets. Je compte justement dans l'avenir proche, organiser, j'ai préparé un programme avant le Covid. Malheureusement, il y a la pandémie qui a pris le dessus. Inch'Allah, après la pandémie, je compte organiser une rencontre nationale des recycleurs dans le domaine de l'art. Et il y en a beaucoup à travers le pays, des gens qui travaillent, ils font des merveilles. Avec le carton, avec les métaux, effectivement, avec le même plastique. Voilà, avec le plastique, justement, avec les bouteilles de plastique. Les bouteilles de plastique, les bouchons. Oui, les bouchons. Ils font des merveilles.
Et donc ça rapporte, c'est-à-dire ça sensibilise de l'importance de ces déchets. En même temps, on peut créer même des postes de travail, c'est-à-dire on peut participer à l'économie nationale, c'est-à-dire un apport. On apporte un apport à l'économie nationale. Comme ça, c'est-à-dire on participe à la préservation de notre environnement. Très bien. En général, voilà. D'accord. Alors, et je vois aussi que vous avez confectionné une très belle œuvre, d'ailleurs, qui représente la sauterelle. Oui, c'est la sauterelle. C'est une sauterelle. Alors, franchement, voilà. Voilà, merci Aïcha Talhaoui de zoomer sur cette belle œuvre sauterelle avec tous les détails, Alors, parlez-nous un petit peu de cette œuvre. Bon, des fois, je me consacre pour des voitures, des avions. Oui. Et des fois, la passion, ça dépend. Voilà, ça dépend, il faut changer. Donc, des fois, je m'oriente vers pour réaliser des insectes qui ont, c'est-à-dire, une morphologie, une belle morphologie, et qui attirent. Donc, je me consacre pour réaliser ces insectes en carton, bien sûr en introduisant quelques autres éléments comme les métaux qui sont cachés derrière les pattes, donc pour avoir le support adapté. Oui. L'insecte. Vous avez mis du fer? C'est du fil. C'est du fil. D'accord, très bien. Un petit peu solide. Donc pour essayer de la maintenir debout. D'accord. Voilà. Donc c'est des expériences qu'il faut toujours, c'est-à-dire les introduire, des métaux, du plastique, pour avoir ce qu'on veut. C'est-à-dire avant la confection justement de ces œuvres d'art, on va dire, que vous faites, que vous en avez fait d'ailleurs comme votre passion, alors est-ce que vous faites, on va dire, des croquis et après, bon, vous les étudiez et après vous les coupez? Alors c'est tout un art, c'est tout un travail à faire avant d'arriver au travail final. Justement. Alors parlez-nous un petit peu des étapes que passe, on va dire, une œuvre d'art. Justement, les étapes, il faut un croquis, il faut voir l'image de tel objet pour le réaliser. Donc il faut préparer, il faut faire un dessin. Des fois pas de dessin, des fois c'est l'image, elle est là dans le cerveau, donc la vision elle est faite dans le cerveau, donc je passe directement à la réalisation. C'est par étapes, justement. On fait le dessin des fois, le croquis, et on réalise les pièces, c'est-à-dire pièce par pièce, et puis on fait le montage. Ah, très bien. Des fois, on a besoin d'autres éléments de travail, comme ici, c'est des baguettes en bois, des petites baguettes en bois qui donnent justement. Oui, je vois ça. Oui. Ah oui. Des petites baguettes de bois. Donc, on introduit des fois d'autres c'est-à-dire accessoires de travail pour avoir le tout. Alors, on arrive à faire des choses, de belles choses. Et ce travail, généralement, m'apporte beaucoup de bonheur. Car je me retrouve, je ne discute pas beaucoup. Mon temps, il est bien occupé dans un travail noble, qui fait plaisir au public. Justement, oui. Donc ça m'encourage à faire beaucoup plus et voir des choses, c'est-à-dire à l'avenir. Alors justement, du moment que vous avez fait, vous m'aviez dit voir des choses à l'avenir, alors quelles sont les prochaines réalisations, on va dire, dans votre tête? Bon, pour l'avenir, je prévois, comme projet, je vous ai dit que je compte organiser une rencontre nationale des recycleurs dans le domaine du recyclage des déchets. Et le projet le plus gros, c'est de réaliser une œuvre qui va apporter quelque chose de valeur au secteur du tourisme. Bon, c'est une idée propre à moi. J'ai préparé un prototype, et ça va, c'est une idée originale, c'est une œuvre, quand on se déplace vers les villes touristiques, on va la remarquer
à travers toutes ces villes. Et c'est quoi cette Ça, offre? Je suis curieuse, moi. Je suis très curieuse. J'ai réalisé un prototype. C'est un kiosque qui vend les souvenirs de chaque des villes touristiques. C'est-à-dire, il va être, c'est-à-dire, je le retrouve, c'est bien. C'est-à-dire, c'est original. Oui, ça va être votre empreinte. Et un apport pour le secteur du tourisme. Et un apport pour le tourisme algérien. C'est un prototype très beau. C'est un très beau prototype qui va certainement plaire aux gens. Aux directions du tourisme. Voilà, justement. Voilà, aux directions du tourisme. Voilà. Très bien. Voilà. Et c'est-à-dire, ma vision des choses dans ce domaine, c'est d'avoir un atelier. C'est-à-dire dans ma ville, c'est-à-dire qui sera ouvert comme un petit musée. Oui. Ce n'est pas pour vendre, mais pour les visites, pour apprécier la beauté des choses. Beauté justement, voilà. De ces œuvres. C'est un rêve. Inch'Allah, Inch'Allah. Eh bien, merci d'avoir accepté notre invitation et merci aussi d'avoir fait quand même le trajet de Meliana jusqu'à Oran. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir Donc le plaisir est pour nous surtout de recevoir un grand homme tel que vous. Donc merci et bonne continuation. Et on espère vous recevoir dans d'autres occasions, pourquoi pas, une exposition ici à Oran. Inch'Allah. Eh bien, quant à moi, chers amis téléspectateurs, on vous souhaite de passer une bonne journée, un bon week-end. On vous donne rendez-vous le jeudi 28.